Bonjour Frédéric Bibal. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'initiative est donc portée par le barreau de Paris. Ces travaux ont mobilisé plus d'une centaine d'avocats. Et vous êtes arrivé à la conclusion qu'il faut créer un préjudice d'angoisse et un préjudice d'attente pour les victimes du 13 novembre. Alors tout d'abord, définition. Préjudice d'angoisse. Alors, introduire ces préjudices pour les victimes des attentats, mais pas vraiment créer, puisqu'en réalité, nous avons repris des définitions qui ont été posées dans d'autres grandes affaires de catastrophes. Alors effectivement, il y a deux catégories qui concernent ce qui a été vécu pendant le temps de l'attentat. D'abord pour les personnes qui étaient directement prises à l'acte terroriste, qui étaient dans l'enfer terroriste pendant quelques minutes, voire quelques heures pour certaines d'entre elles. Ça, c'est ce qu'on appelle le préjudice d'angoisse des victimes directes. Et puis, un deuxième poste de préjudice qui concerne leurs proches, leur cercle très intime, leur famille très proche ou leurs amis vraiment très proches, qui eux-mêmes ont vécu une situation absolument insoutenable pendant tout le temps où ils ne savaient pas ce qu'il advenait de la vie de leur ami, de leur intime, et qui d'ailleurs, cette situation s'est parfois prolongée même après l'événement, puisqu'on a des familles qui ont erré de service en service, qui ont eu des problèmes d'accueil dus à l'afflux tout simplement à l'Institut médico-légal lorsque malheureusement leurs proches étaient disparus. Voilà, il y a Donc là, deux c'est types préjudice d'atteintes. d'attente. Ça, c'est le préjudice Bon. d'attente et d'inquiétude des proches. Voilà, Alors vous c'est dites ça. effectivement, ce n'est pas créé, c'est l'introduire dans ce cas précis des attaques du 13 novembre. Ce n'est pas une première. Quand est-ce que cela a déjà été utilisé? Alors, ça a été utilisé dans plusieurs grandes affaires. L'affaire de référence aujourd'hui, c'est l'affaire dite du quart d'Allinges. Il y a eu un jugement qui a été rendu en 2013 à Thonon. Il s'agissait de jeunes enfants qui étaient gravement blessés ou décédés dans un car percuté sur un passage à niveau. Et là, pour la première fois, le tribunal de Thonon a été très loin dans la description de l'angoisse des enfants dans le car et aussi de l'inquiétude de leurs proches aux abords de cette catastrophe. Donc c'est vraiment des jalons qui ont été posés par des juges. Et aujourd'hui, l'idée, elle est très simple dans le principe, c'est de dire, voilà, les victimes des attentats de Paris, tout simplement qu'elles puissent bénéficier exactement des mêmes droits que des personnes placées dans d'autres situations catastrophiques. Qu'est-ce qui change par rapport à aujourd'hui déjà Alors, ce qui change, c'est que pour ces personnes qui sont proches ou victimes des attaques du 13 novembre? ce qu'on souhaiterait voir changer, c'est qu'on introduit justement une description. C'est assez paradoxal d'ailleurs, parce que ça fait un an que vous, les médias, nous, en face à face avec les victimes, et puis tous les services d'accompagnement, décrivent par le menu ce qui s'est passé précisément pendant les attentats. Et très paradoxalement, alors qu'on a une pratique de l'indemnisation en France qui consiste d'abord toujours à décrire ce qu'on indemnise, eh bien cette description de l'événement, elle n'était pas faite en tant que telle. Ça peut paraître très surprenant, mais elle était, j'allais dire, mélangée à d'autres éléments de préjudice, des éléments de préjudice permanents, futurs, les séquelles qu'on va ressentir tout au long de sa vie, les souffrances endurées, mais au sens très large du terme. Il n'y avait pas de description dédiée à l'événement Mais est-ce lui-même. que ça veut dire qu'il y avait une égalité entre toutes les victimes? Alors, ça veut dire que les victimes étaient traitées selon une méthode assez classique, assez ancienne maintenant, avec des postes de préjudice qui existent, mais ça veut dire qu'elles étaient en tout cas en situation d'inégalité avec d'autres victimes, encore une fois, les victimes de ces catastrophes dont je parlais. Et l'exemple le plus récent et le plus intéressant, me semble-t-il, c'est celui de l'affaire de Puyseguin, qui est très contemporaine, puisqu'elle intervient fin octobre 2015. Mais il faut savoir que Accident d'autocar? Exactement, l'accident d'autocar dramatique à Bordeaux, ces personnes qui sont, pour un certain nombre d'entre elles, brûlées vives dans cet autocar, eh bien, on se rend compte que en moins d'un an, en 10 mois, 8 mois même, les assureurs ont été capables, avec les avocats de victimes, de mettre en place une plateforme qui décrivait très bien les préjudices d'angoisse. On demande la même chose pour les attentats. France Bleu Matin, il est 8h15. Vous conduisez comme vos parents. D'accord ou pas d'accord? Dites-le maintenant au 01 42 30 10 10 et on vous écoute dans 5 minutes. L'invité de France Bleu Matin, la suite, Noé da Silva avec Maître Frédéric Bibal, qui est l'un des signataires du livre blanc sur les préjudices subis par les victimes d'attentats. Donc vous dites que vous voulez introduire un préjudice d'angoisse et préjudice d'attente pour les victimes des attaques du 13 novembre, il y a maintenant presque un an. Est-ce que vous n'avez pas peur de mettre en place une sorte de classement au sein des victimes? Alors, c'est toute la difficulté, c'est précisément d'arriver à un traitement équitable, c'est ce que demandent les victimes. Les victimes ne souhaitent surtout pas être mises dans des cases, effectivement, avec une forme de classement théorique. Elles souhaitent pouvoir bénéficier, bien sûr, d'un traitement équitable et qui soit adapté à chaque situation précise. Donc, c'est pour ça que nous avons fait un travail très long, il y a eu de très nombreuses réunions. Nous proposons une grille de critères qui permettent justement ce traitement équitable et la prise en compte de chaque situation particulière. Vous savez, les
les gens, quand ils viennent nous trouver, on peut s'en étonner, mais c'est comme ça, sur un dossier d'indemnisation, donc pas, leur première question n'est jamais la question du montant indemnitaire. La question qu'ils posent d'abord, c'est celle de savoir si ce qu'ils ont vécu précisément peut être pris en compte. C'est ça tout l'enjeu du travail qui est fait actuellement. Mais là, en l'occurrence, la prise en compte, c'est une indemnisation et donc de l'argent. Alors, la prise en compte, comme pour tous les préjudices, elle va se traduire à un moment donné par le chiffrage d'une indemnisation. Le but étant évidemment, au-delà de l'indemnisation, celui de la réparation. Et la réparation, c'est une notion qui évidemment est beaucoup plus large. Et l'indemnisation doit être paramétrée aux besoins qui vont être ceux de la victime plus tard. Alors évidemment, quand il s'agit d'une perte de salaire ou d'un besoin de matériel médical, le montant de l'indemnisation, il est facile à chiffrer. Quand il s'agit de la reconstruction d'une personne qui a vécu une horreur, des choix qu'elle va faire dans sa vie personnelle, qui peuvent être des choix altruistes ou d'autres types de choix, là, c'est évidemment beaucoup plus complexe à chiffrer. Là, avec l'introduction du préjudice d'angoisse, du préjudice d'attente, est-ce que vous avez estimé à peu près quelle enveloppe il faudrait pour indemniser les personnes, les victimes? Alors ça, c'est je dirais, une question qui relève plus de l'économie de l'assurance. Au cas particulier, individuel de chaque personne, vous citiez tout à l'heure l'exemple de Puisseguin, les victimes étaient dans une situation qui était assez proches les unes des autres. Donc, on a pu établir un montant pour l'ensemble d'entre elles, qui, je crois, était autour de 50 000 euros par personne. Mais ça peut être moins ou ça peut être plus en fonction des cas. Mais ce qui est très important d'avoir à l'esprit, c'est que toutes les autorités publiques, et la plus importante d'entre elles, le président de la République, il y a quelques jours, lors d'un hommage aux Invalides, a bien indiqué qu'il y aurait une solidarité sans faille et qu'il n'y aurait aucun problème de financement, que la nation serait garante. Donc, il ne doit pas y avoir de problème économique sur ce sujet. Combien de personnes sont concernées? Alors, vous avez 1500 personnes qui sont spectatrices au Bataclan, plusieurs centaines de personnes sur les terrasses, quelques dizaines de personnes qui sont directement touchées au Stade de France, et il y a un certain nombre de proches aussi pour chacune de ces personnes. Donc, on est vraiment sur plusieurs centaines de victimes, voire plusieurs milliers. C'est à la hauteur de la gravité de l'événement qui a été subi. Vous avez publié donc le livre blanc hier. Que va-t-il devenir? À quoi va-t-il servir? Alors la grande nouvelle d'hier, c'est que après tout ce travail et la production de ce livre blanc, la secrétaire d'État a souhaité venir à répondre à l'invitation lorsque nous avons présenté ce livre blanc, et elle s'est engagée dans un discours très clair en disant qu'elle souhaitait soutenir la mise en place de ces préjudices en reconnaissant qu'effectivement ils avaient déjà été reconnus pour d'autres victimes. Donc nous sommes aujourd'hui très optimistes. La ministre va soutenir ce projet. Nous sommes certains qu'elle va également en parler évidemment au garde des Sceaux et aux autres ministères. Et nous espérons bien que les prochaines réunions du conseil d'administration du fonds de garantie, qui auront lieu au mois de décembre, pourront prendre acte de l'indemnisation de ces préjudices. Prochaine étape à suivre, donc mois de décembre. Maître Frédéric Bibal, merci d'être venu ce matin sur France Bleu. Vous êtes l'un des signataires du livre blanc sur les préjudices subis par les victimes d'attentats du 13 novembre dernier. On peut vous retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.